Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire présenté par Phoenix. Aujourd'hui, donc, on va s'intéresser à la loi AGEC, dans ce webinaire dédié aux industriels du non alimentaire. Avec moi aujourd'hui Pauline et Julie qui se présenteront juste après mon introduction. Donc, au programme de ce matin, on va parler donc loi AGEC. On va revenir sur les objectifs de cette loi et puis surtout les évolutions qui sont prévues pour 2024. Donc c'est Pauline qui vous les présentera. On reviendra aussi donc suite à cette loi sur les contraintes qui sont imposées aux industriels du non alimentaire dès la rentrée prochaine. Et puis on présentera quelques solutions avec 3 cas de clients qu'on connaît bien. Donc c'est Julie qui présentera cette partie-là. Puis on reviendra sur l'accompagnement de Phoenix. Donc petit message important, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure de la présentation par écrit. Et puis, on gardera aussi des questions, un temps de questions-réponses à la fin. On se garde 10-15 minutes pour répondre aux questions qui reviendront éventuellement dans le chat. Je laisse la main à Pauline et Julie. Bonjour à tous, je suis Julie Silam, je suis responsable grand compte chez Phoenix et donc j'accompagne les industriels et les grossistes alimentaires et non alimentaires dans la revalorisation de leurs invendus. Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline et je suis chargée de partenariat associatif chez Phoenix. J'accompagne les associations dans leurs besoins en dons alimentaires et non alimentaires. Donc on va commencer par une rapide présentation de Phoenix. Phoenix c'est quoi? C'est une entreprise qui a 10 ans maintenant et qui part du constat suivant. Si on réduit le gaspillage alimentaire, on arrive à nourrir toutes les personnes sur le territoire. Après avoir développé notre activité auprès des retailers alimentaires, Phoenix a élargi son action auprès des industriels, d'une part, et du non-alimentaire, d'autre part. Donc notre mission, c'est d'accompagner les acteurs de la production et la distribution alimentaire et non alimentaire dans la réduction de leurs invendus, notamment en facilitant le don auprès des plus de 2000 associations partenaires de notre réseau. S'il y a un chiffre à retenir sur Phoenix, c'est peut-être le suivant, c'est plus de 33 000 tonnes. 33 000 tonnes de déchets revalorisés par an, donc par exemple en 2022. Comment on y arrive? Premièrement, on accompagne les clients, nos clients à identifier les stocks qui peuvent être revalorisés et on facilite le don en distribuant le bon produit dans les bonnes quantités aux bons récepteurs. Comme je l'ai dit, notre champ d'action il est multiple, à la fois sur l'alimentaire et le non alimentaire, et sur toute la chaîne de valeur, du producteur au consommateur, en passant par le distributeur. Alors, on va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet qui concerne le webinaire d'aujourd'hui, qui est la loi AGEC. On va revenir sur ses objectifs et surtout sur son évolution pour 2024. Alors déjà, rappel rapide sur ce qu'est la loi AGEC. Donc, elle a été promulguée en 2020. Et elle étale ses étapes de réalisation sur plusieurs années. Donc en fait, 2024, c'est tout simplement une étape clé dans la réalisation de la loi AGEC. Globalement, l'objectif de la loi AGEC, c'est de modifier nos modes de consommation et de production pour tendre vers un modèle plus durable et écologiquement plus responsable. La loi AGEC, donc pour répondre à cet objectif global, va se diviser en 5 grands axes majeurs que vous voyez ici. Donc, le premier est de sortir du plastique jetable. On va retrouver par exemple une interdiction progressive des emballages plastiques à usage unique d'ici à 2040. On a aussi en deuxième volet de mieux informer les consommateurs. Donc on va par exemple vraiment avoir une information qui va être plus transparente pour le grand public. En troisième axe, et c'est le focus d'aujourd'hui, donc c'est d'agir contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire. Donc j'y reviendrai plus en détail tout à l'heure. En quatrième objectif de cette loi, on va retrouver donc la lutte contre l'obsolescence programmée. Et enfin, les entreprises sont invitées à mieux produire en favorisant par exemple l'éco-conception dans la fabrication de leurs produits. Revenons donc à ce qui nous concerne aujourd'hui, notre focus qui est donc la lutte contre le gaspillage. Concrètement, que dit la loi sur cet axe? Alors, déjà, faut savoir qu'en fait, la loi AGEC vient tout simplement renforcer les dispositions qui sont déjà mises en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et elle va venir simplement élargir aux professionnels du secteur non alimentaire qui ont désormais une obligation de non-destruction des produits. Donc, autrement dit,
Pour résumer, détruire devient interdit. Alors, c'est une interdiction qui n'est pas tout à fait nouvelle, hein, puisque depuis 2020 sont concernées l'ensemble des filières REP. Alors, je vais peut-être préciser rapidement ce qu'est une filière REP. Donc, une REP, responsabilité élargie du producteur, ça concerne le principe suivant. Donc, celui qui fabrique, qui produit ou qui importe un produit doit en prendre en charge sa fin de vie. Donc, un producteur ou un distributeur doit alors financer et organiser des solutions qui sont adaptées à son produit. La loi AGEC n'est pas à l'initiative des filières REP. Il existe des filières REP en France depuis les années 90. On peut notamment citer le textile ou alors les emballages ménagers, par exemple. Mais c'est vrai que la loi AGEC va venir renforcer ce principe de filière REP, puisque d'ici à 2025, elle prévoit d'en créer 11 nouvelles, dont notamment on peut citer les matériaux de construction ou les articles de loisirs et de sport, par exemple. Donc, cette obligation d'interdiction de destruction était uniquement pour les filières REP. Et la grande nouveauté en fait de 2024, c'est que cette interdiction va s'étendre à l'ensemble des industriels du secteur non alimentaire. Et ça, c'est effectif dès le 1er janvier. Donc, il y a quand même évidemment quelques exceptions. Ne seront pas concernés par cet élargissement de la loi les produits dits périssables ou les produits dits dangereux pour l'environnement ou pour la santé. On peut d'ailleurs citer par exemple les produits cosmétiques en DDM dépassé. Et il y aura également une dérogation qui sera prévue, alors cette fois pour les filières REP, celles qui se sont vues refuser 3 fois leurs produits en don vont avoir la possibilité de faire appel à un éco-organisme pour revaloriser leur invendu. Éco-organisme, par exemple, on a tous en tête le recyclage de nos piles dans les magasins. Et bien en fait, ça fait partie d'un éco-organisme financé par les filières REP. Mais globalement, à part ces rares exceptions, ce qu'il faut retenir de l'évolution de la loi AGEC pour le 1er janvier 2024, c'est que tous les industriels du non-alimentaire auront l'interdiction de détruire leurs invendus non alimentaires neufs et vont donc avoir l'obligation de les revaloriser. Alors, la loi, évidemment, ne laisse pas les industriels du secteur sans solution. Elle prévoit d'ailleurs donc 3 options pour se mettre en conformité. Par contre, elle va les hiérarchiser. La première option qui est vraiment plébiscitée par la loi, c'est le réemploi. Le réemploi, c'est-à-dire la réutilisation des produits sans en changer leur usage. On va en fait tout simplement parler de dons auprès d'associations. Et c'est la solution qui est la plus favorisée par la loi. Pourquoi? Parce qu'en fait, la loi, et c'est d'ailleurs dans l'objectif qui était cité juste au-dessus, parle bien d'agir contre le gaspillage pour favoriser le réemploi solidaire. Et ce terme solidaire, qui est décrit dans un objectif de la loi AGEC, est extrêmement important, ce qui explique que c'est la solution la plus soulignée par la loi AGEC aujourd'hui. En deuxième option, on va pouvoir retrouver la réutilisation, donc c'est-à-dire que là, pour le coup, le produit va être modifié. On peut parler par exemple d'un produit qui va être nettoyé ou qui va être réparé. Et enfin, la troisième option, qui est la plus écartée, elle est là, mais elle est quand même, voilà, c'est vraiment une solution de dernier recours pour la loi, qui va être le recyclage des produits. Pourquoi c'est une solution de dernier recours pour la loi AGEC? Tout simplement parce que c'est une solution qui a un coût environnemental assez fort, premièrement, et deuxièmement parce que ça nécessite d'allouer des ressources humaines assez denses. Enfin, ce qu'on peut vraiment résumer ici, c'est que vraiment le réemploi solidaire et donc le don aux associations est la solution qui est la plus favorisée. Et d'ailleurs, il y a une subtilité dans la loi qui est importante de noter ici, c'est que concernant les produits de première nécessité, là, la loi dit qu'il faut impérativement privilégier le don. En fait, la loi va venir tout simplement s'aligner avec les besoins grandissants des personnes en situation de précarité. On a plutôt tendance à parler de produits de première nécessité sur l'alimentaire,
Mais ces dernières années, le secteur associatif et les personnes en situation de précarité ont encore plus besoin aujourd'hui de produits de première nécessité sur du non alimentaire. Donc ça va correspondre principalement aux produits d'hygiène ou aux produits de puériculture, par exemple. En fait, ce sont des produits qui sont d'une part extrêmement coûteux, donc souvent en fait écartés du pouvoir d'achat de ces personnes en situation de précarité et qui sont difficilement trouvables par les associations, qu'elles soient nationales ou locales. Et là, on le voit sur cette slide, les chiffres sont quand même plutôt saisissants. Ils sont issus du baromètre de précarité IFOP de 2023. 43% des personnes en situation de précarité, par exemple, renoncent à acheter des couches faute de moyens financiers. Et d'ailleurs, pour venir appuyer ces chiffres et le besoin grandissant de produits de première nécessité en non alimentaire, on vous propose un petit témoignage d'une association partenaire, Oasis d'amour, pour souligner ces propos. Ce que nous n'avons pas en don, ce sont les produits d'hygiène de la maison. Je vous parlais de dignité tout à l'heure, mais c'est important qu'une maman elle puisse tenir correctement sa maison. Il faut de la lessive, il faut un produit pour laver les toilettes, un minimum pour laver la cuisine. Nous n'avons pas de don de ces produits-là. Donc nous sommes obligés, nous, de trouver des déstockeurs, d'acheter en grosse quantité. Quand vous voyez le prix d'une lessive en grande surface, ça perce le budget très rapidement. Espérons qu'un jour, au même titre que on peut avoir des compotes, des gâteaux, des céréales, des biscuits pour les enfants, etc., on puisse avoir des lessives, des produits vraiment d'entretien de base pour tenir propre sa maison. Ce que nous n'avons pas en don, ce sont les produits d'hygiène de la maison. Donc, la vidéo est arrêtée et donc on va plutôt passer là du côté industriel, ou en tout cas le risque pour les industriels à ne pas se mettre en conformité. Premièrement, il y a une obligation légale et donc des sanctions financières et pénales qui peuvent s'appliquer aux acteurs qui ne se mettent pas en conformité sur la revalorisation de leurs invendus. En deuxième temps, il y a aussi un risque de marque, à la fois de marque interne et de marque externe. Quand on va parler de marque externe, c'est par exemple les attentes des consommateurs qui sont de plus en plus attentifs aux engagements des marques qu'ils consomment et de l'application des engagements RSE qui sont annoncés par les marques. Quand on parle de marque interne, là, on va plutôt parler de marque employeur, donc de rétention des talents et d'attractivité aussi, parce que les employés, au même titre que les consommateurs, sont de plus en plus vigilants sur les entreprises qu'ils rejoignent et les valeurs qu'elles véhiculent. Enfin, il y a un risque économique. Les invendus, c'est d'une part un coût d'opportunité, c'est-à-dire que, et là on parle sur le secteur du non alimentaire de 3% du chiffre d'affaires qui n'est pas vendu, mais aussi d'un risque, en tout cas de coûts réels, qui sont par exemple les coûts de destruction et les coûts de stockage. Donc maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça implique pour les industriels et pourquoi ils ne se mettent pas tous à réemployer, ou en tout cas à faire du réemploi solidaire? Premièrement, il faut comprendre un peu les causes des invendus non alimentaires. Comme tous les industriels, alimentaires ou non alimentaires, il existe des surstocks pour plusieurs raisons. Par exemple, des défauts de qualité. Là, on va parler d'une erreur dans la couleur des objets, un problème d'emballage, des petits accros aussi sur les objets, mais aussi des changements de gamme. Ça, c'est très commun, notamment dans le secteur des matériaux. En fait, il y a des changements de gamme qui sont annuels ou biannuels, et donc en fait, les producteurs et les distributeurs veulent présenter des innovations aux consommateurs et retirer du marché les anciennes gammes. Aussi, on va pouvoir parler d'obsolescence marketing, donc par exemple des changements de licence. Et là, c'est plus commun dans le jeu ou dans le textile, avec par exemple des collaborations entre un producteur de jeux et une marque. Et lorsque la licence est terminée, le producteur ne peut plus mettre en marché les produits sous licence. Cependant, il existe souvent des surstocks et qui doivent être donc revalorisés. Ça me fait une bonne transition pour la prévision des ventes. En effet, il y a souvent des décalages entre la production et les ventes réalisées. Et donc, il existe des surstocks de manière
assez structurel chez chaque industriel. Pour se focaliser plus sur le secteur des cosmétiques, là on va plutôt parler des dates, donc les DLC et les DDM, dates limite de consommation et dates de durabilité minimale, parce que les cosmétiques y sont soumises, et dans ce cas-là, il y a à la fois des contrats dates qui s'appliquent, mais aussi une obligation légale de ne plus vendre ou distribuer des produits après la DDM, après la fin de la DDM. Donc Phoenix n'a pas inventé le don aux associations, les industriels le font déjà. Il y a une certaine volonté, on le voit chez les marques qu'on rencontre, mais elles n'arrivent pas à tout revaloriser parce qu'elles se confrontent à plusieurs contraintes. Quand on regarde un peu le volume que représentent les invendus non alimentaires, en France par an, c'est 4 milliards d'euros. Donc les industriels s'organisent pour vendre ou donner ces invendus. Alors 42% des voies d'écoulement, c'est plutôt du déstockage. Quand on parle de déstockeurs, c'est des acteurs qui vont acheter des gros volumes à très bas prix pour ensuite revendre au détail, soit à d'autres acteurs, soit directement dans leur magasin. Il y a aussi le recyclage et comme le disait Pauline, là ça implique des ressources à la fois humaines et de structure pour pouvoir revaloriser les produits. Enfin, il y a le don avec un net progrès ces dernières années, mais pourtant il existe encore des freins pour les industriels à revaloriser l'ensemble de leurs produits. Ouais, et c'est vrai que depuis plusieurs années maintenant, le don en produits alimentaires, lui, c'est structuré, mais la loi AGEC, en fait, elle vient complexifier la démarche du don, qui n'est pas la même si on parle de produits, de matériaux de construction ou alors si on parle de cosmétiques. Comme l'a dit Julie en tout début de ce webinaire, il y a une réelle nécessité de trouver le bon produit à la bonne association réceptrice. Gérer des matériaux de construction, ça va pas être les mêmes contraintes que gérer des cosmétiques, par exemple, qui peuvent être des produits rares ou sensibles. Et on peut avoir vraiment aussi une demande nécessaire de maîtrise des notions, qu'elles soient réglementaires ou logistiques, lorsqu'il s'agit par exemple de matériaux de construction. Et il y a une nécessité donc globalement, quel que soit le type de produit non alimentaire, d'avoir une expertise sur le secteur associatif. Donc pour les industriels, il va falloir effectivement prendre en main ce sujet et trouver des solutions adaptées en fonction du type de produit qu'ils doivent valoriser en don. Donc, quelles sont les solutions qui sont mises en place par les industriels et les distributeurs? Aujourd'hui, on va aller voir on va regarder 3 cas pratiques qui répondent à 3 enjeux différents. Premièrement, les changements de gamme avec l'entrepôt du bricolage. Ensuite, les dates avec Pierre Fabre et enfin l'amélioration du taux de rotation avec Truffaut. Donc pour les moins bricoleurs d'entre nous, dont je fais partie, l'entrepôt du bricolage, c'est un réseau de distribution, notamment de matériaux de construction. Donc ils ont des besoins à la fois sur leur base logistique et au niveau de chaque magasin. L'enjeu pour eux, c'était vraiment de répondre aux changements de gamme qui sont annuels. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, il y a une volonté de ne pas garder sur le marché des produits qui font partie d'anciennes gammes et de ne présenter aux consommateurs que des nouveautés. Pour l'entrepôt du bricolage, il y avait aussi une réelle volonté de s'ancrer dans le paysage associatif local, donc autour de chaque magasin, tout en gardant la traçabilité des produits. L'enjeu de la traçabilité des produits, c'est aussi s'assurer de la bonne utilisation des produits. Pour ceux qui ne savent pas, le bois de terrasse, ce n'est pas la même chose que le bois de charpente, et donc ça ne peut pas être utilisé de la même manière. Les associations réceptrices qui sont intéressées par ce type de produit, ça peut être par exemple des chantiers d'insertion, des centres de formation ou des hôtels sociaux. Donc, ce qu'on a mis en place pour l'entrepôt du bricolage depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, c'est 96 collectes pour redistribuer plus de 430 palettes auprès de 33 associations bénéficiaires. Ensuite, je vais passer au cas Pierre Fabre. Donc, Pierre Fabre, c'est un groupe de cosmétiques avec des marques premium et qui ont des produits saisonniers, notamment les crèmes solaires et des produits en date courte. L'enjeu pour Pierre Fabre, c'était d'avoir une réactivité et en tout cas trouver un acteur qui était capable de gérer des gros volumes en peu de temps. La possibilité de distribuer en lot plus réduit que des camions pleins parce que Pierre Fabre, comme beaucoup d'industriels, est plutôt habitué à avoir une logistique en grand volume plutôt qu'au détail et trouver des partenaires fiables.
Aussi, pour Pierre Fabre, qui ne fait pas appel aux soldeurs, il y avait un enjeu de traçabilité parce que Pierre Fabre souhaite contrôler les réseaux de distribution de ses produits pour répondre justement à l'image premium de ses produits. Dans le choix des associations réceptrices, on a fait des choix qui sont en accord avec les valeurs du groupe, notamment l'accompagnement de femmes en situation de précarité. Et on s'est appuyé sur les partenariats associatifs forts avec les têtes de réseau, qui sont en fait des relais de distribution en local sur tout le territoire. Donc avec des dons Pierre Fabre et un partenariat avec des têtes de réseau nationales, on a réussi à distribuer des produits avec une granularité assez fine en local. Donc, en résultat, on a distribué, en tout cas depuis 2021, auprès de 52 associations partenaires et plus de 1100 palettes. Enfin, là, je vais parler de Truffaut. Truffaut qu'on a accompagné qu'on accompagne d'une part sur la vente de paniers anti-gaspi sur notre application. Donc, c'est des paniers à petit prix, par exemple, de plantes. Donc, on accompagne Truffaut sur cet enjeu-là depuis plusieurs années. Et Truffaut a fait appel à nous sur notamment un temps fort, le temps fort de Noël 2022, avec la volonté d'améliorer son taux de rotation. Le taux de rotation, qu'est-ce que c'est? C'est un indicateur qui permet de comprendre si on vend ses stocks à la bonne vitesse. Ou en tout cas, est-ce qu'on arrive à faire de la place dans ses stocks? Là, l'enjeu, c'était vraiment libérer de la place au niveau du magasin après un temps fort et un temps assez saisonnier qui est Noël, d'une part, et d'autre part, de répondre à la volonté des associations d'avoir des produits avant une période qui est plutôt propice pour les associations à créer des événements. Donc, les produits saisonniers, à cette période, doivent être sortis des stocks pour faire rentrer des innovations. Donc ça, on l'a fait en organisant des collectes dans chaque magasin. Et on a aussi souligné la politique RSE de Truffaut en les accompagnant sur une campagne de dons et de communication auprès de leurs consommateurs. Donc les consommateurs pouvaient rapporter leur décoration de Noël qui était ensuite redistribuée à nos associations partenaires. Donc ce qu'il fallait à Truffaut, c'était une gestion rapide et fluide des invendus pour répondre aux besoins de toutes les parties prenantes. Et ça a donné lieu donc à 110 collectes d'associations locales auprès de chaque magasin participant à l'opération. Donc on le voit, ces industriels, ils ont fait le choix du don pour la valorisation de leurs invendus. Et en fait, il y a, pour résumer, plusieurs raisons à cela. Déjà, et c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué jusque-là, c'est une démarche économique très intéressante. Puisque comme le prévoit la loi pour les produits alimentaires, la loi AGEC prévoit aussi une réduction fiscale pour la valorisation en don des invendus non alimentaires. Donc finalement, ça va représenter un revenu plutôt qu'un coût. Et d'ailleurs, c'est souvent plus rentable que de faire appel, par exemple, à un déstockeur. Enfin, pour évoquer une autre raison, on peut parler de l'implication dans le contexte sociétal actuel, puisque c'est vraiment l'appel aux dons ces derniers temps, on l'a vu, hein, c'est accru. On a aussi une augmentation de la précarité en France ces dernières années. Et donc, faire le choix du don, c'est aussi s'impliquer pleinement dans une démarche qui est solidaire et alignée évidemment avec la loi AGEC et son objectif. S'ancrer dans cette démarche, c'est donc aussi s'aligner avec des engagements RSE qui peuvent être forts de la part des entreprises et ça valorise in fine une image de marque auprès du grand public. Et pourtant, 67% des industriels valorisent moins d'un quart de leurs invendus. Et là, on parle plutôt du secteur du non alimentaire et c'est un chiffre qui vient d'une étude de janvier 2023. Alors, comme on l'a vu, il y a plusieurs freins, ou en tout cas, il y a plusieurs difficultés pour se mettre en conformité. Et c'est pour ça que les industriels, souvent, choisissent de se faire accompagner par des experts du don. Et cela dans 4 objectifs. Premièrement, garantir le revenu fiscal, par exemple, et ainsi permettre de préserver la marge, diminuer les coûts de destruction, les coûts de stockage, augmenter l'efficacité des process, donc leur permettre de donner plus en moins de temps, et enfin réduire les risques de marque et les risques là qui sont plutôt légaux. Donc là, on va plutôt passer à la partie questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on essaiera d'y répondre. Et déjà, merci à vous deux.
Donc, comme l'a dit Julie, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra. Il y a une question de Pierre, déjà pour commencer, qui demande si Phoenix propose des services d'aide au tri des produits destinés aux dons, en entrepôt ou au sein des associations, pour diriger le bon produit vers le bon bénéficiaire. Alors, sur la partie tri des produits, nous, là où on va accompagner les industriels, c'est vraiment sur le ciblage des produits. Et on va pouvoir, sur un listing, dire, ça, c'est des produits qui peuvent être donnés et des produits qui ne peuvent pas être donnés, par exemple des cosmétiques en DDM dépassés. Sur la partie vraiment plutôt logistique en entrepôt, en général, c'est plutôt l'expertise du client, l'expertise de l'industriel ou du distributeur. Mais en tout cas, nous, une fois que c'est fait, on peut rapidement vous dire, ce lot, par exemple, vous pouvez ajouter, imaginons un grossiste, vous pouvez ajouter, par exemple, des vêtements et des produits d'hygiène. Et ça, c'est un lot qui peut partir vers une association au total. Du coup, je crois qu'il y a une deuxième question qui est en train d'être tapée. On attend la question. Sinon, j'ai une autre. Moi, j'ai une question. Dans quel cas est-ce que je ne peux pas donner certains produits? Eh ben, en fait, c'est ce qu'on m'expliquait. Effectivement, il y a quelques exceptions. Et par exemple, tout ce qui va concerner les produits cosmétiques ne peuvent pas être donnés si la date de durabilité minimale est dépassée. Donc ça, c'est vraiment une interdiction très claire dans la loi. Donc ça fait partie effectivement des produits qui ne peuvent être donnés en don sur le non alimentaire. Aussi, au même titre que ce qu'on dit pour l'alimentaire, donc pour les dons alimentaires, en général, notre politique, c'est de dire ne donnez pas un produit que vous ne consommeriez pas vous-même. C'est la même chose pour le non-alimentaire. Ne donnez pas un produit que vous n'utiliseriez pas vous-même. Donc ça, on s'appuie aussi à la fois sur notre expertise en fonction des secteurs, mais aussi sur l'expertise de chaque industriel, sur l'utilisabilité, si c'est un mot, des produits qu'on donne. Donc, par exemple, un produit, par exemple, un meuble qui a trop d'accros, ça va pas être un produit qui est donnable. Mais par contre, s'il y a un petit défaut de qualité, une petite tache sur le bois, ça, c'est quelque chose qu'on peut donner à des associations. Merci. On a une autre question. Savez-vous si la loi AGEC prévoit pour 2024 un renforcement des contrôles pour s'assurer que les industriels et distributeurs respectent bien les règles? Alors, aujourd'hui, les chiffres sur les contrôles, notamment de la loi AGEC, ils sont assez flous. Donc, on n'est pas en capacité de vous répondre là-dessus. C'est plus une politique publique et un choix aussi, une volonté publique de s'assurer que les industriels se mettent en conformité ou non. Aujourd'hui, nous, on n'a pas forcément de chiffres sur ce sujet. Ouais, exactement. Mais comme le disait Julie tout à l'heure, la loi prévoit quand même des sanctions pénales s'il y a non-respect de cette loi. Et donc, un peu dans la continuité de cette question, la loi priorise effectivement les solutions, enfin, il les hiérarchise, mais qu'est-ce qui empêche les entreprises de, elles, plutôt prioriser le recyclage dans le cas où ce serait plus simple pour elles? Alors, la loi, effectivement, hiérarchise les solutions. Elle n'en est pas à imposer une solution. Il y en a quand même 3 qui sont clairement décrites. En revanche, prioriser le recyclage plutôt que le réemploi, c'est vraiment déjà ne pas aller dans le sens de la loi, mais c'est aussi, en fait, ça implique véritablement un coût pour l'entreprise qui choisit cette option-là. Voilà, la loi hiérarchise aussi en fonction de la logique et de ce qui est le mieux et le plus adapté finalement en fait pour la valorisation des invendus dans une démarche solidaire mais aussi dans une démarche économique. Merci. Et on a une question sur les médicaments. Est-ce que les médicaments sont autorisés en don à des associations? Alors ça va plutôt dépendre du type de médicament. Par exemple, les compléments alimentaires, eux, peuvent être donnés sans supervision médicale. Il y a des typologies de produits tels que les DADFMS, donc les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. Donc par exemple les laits spéciaux, les laits
qui savent nutrition spécialisée en fait. Ouais. Et dans ce cas-là, peuvent être donnés, mais avec une supervision médicale. Et sur les médicaments, les médicaments, par exemple, il y a une filière de réorganisation, une filière REP avec un éco-organisme qui s'appelle Cyclamed et qui sert notamment, en tout cas, au recyclage des médicaments. Il y a aussi, ça va vraiment dépendre des laboratoires, des accords entre les distributeurs, donc les pharmacies, et les laboratoires pour reprendre les invendus. On le voit par exemple, on est invité, nous, en tant qu'individus, à aller donner nos médicaments qu'on n'utilise plus en pharmacie. En fait, justement, c'est géré par cet éco-organisme dont parlait Julie, effectivement. Merci. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Moi, j'en ai une petite dernière. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, parce qu'on a parlé tout à l'heure de donner les bons produits aux bonnes associations. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer comment Phoenix trouve ces associations sur des produits très spécifiques? Ça prend du temps, comment vous faites? Ouais, ça c'est pour le coup la vraie force de Phoenix, c'est qu'on a toute une expertise sur le secteur associatif. Comme l'a dit Julie tout à l'heure déjà, en fait, on a des partenariats nationaux ancrés et durables avec lesquels vraiment on est vraiment fiers de travailler avec ces associations-là. Mais aussi, on a une force de frappe sur l'ensemble du territoire national, ce qui nous permet aussi de toucher un maximum d'associations, qu'elles soient locales ou nationales, et de cartographier les besoins et surtout les secteurs d'activité de ces associations, qui sont pas en fait uniquement sur l'alimentaire. Il y a aussi beaucoup d'associations qui sont spécialisées dans le non alimentaire. Et notre rôle, en fait, c'est vraiment d'aller les cibler pour bien comprendre leurs besoins, leurs missions, leurs activités, et répondre à leurs besoins avec les invendus de nos partenaires industriels et grossistes non alimentaires. Merci. Je crois que quelqu'un est en train d'écrire une question, alors on peut peut-être attendre 1 ou 2 minutes. N'hésitez pas. Alors... Une question sur les critères administratifs et fiscaux, les documents demandés. Alors, premièrement, pour le don, qu'est-ce qui est regardé en termes de valorisation des produits? C'est le PRI pour les industriels, donc prix de revient industriel. Donc, combien ça coûte à chaque industriel de produire le produit A, par exemple. Donc ça, c'est vraiment ce qui va servir pour l'assiette fiscale. Ensuite, plutôt en termes administratif et fiscal, pour justifier du don, il y a des documents qui s'appellent les CERFA. Donc les associations sont d'une part dans l'obligation de déclarer ce qu'elles reçoivent et d'autre part les industriels, pour justifier leur don, s'appuient sur les CERFA qui sont émis par les associations. Voilà. Et après, il y a une question de Régis. Oui. La loi concerne-t-elle les produits et entreprises en B2B? Exemple, rouleau de tissu pour l'industrie textile ou équipement automobile. Alors, oui. Tous les produits peuvent être donnés s'ils trouvent récepteur. Par exemple, sur le textile, c'est des choses que l'on fait déjà. Sur l'industrie automobile, on n'a pas forcément encore eu l'occasion, je crois, mais c'est des choses qui peuvent être imaginées en fonction des besoins des associations de notre réseau. Ouais, et par exemple, on a pu être amené à travailler avec un industriel qui avait des revêtements de sol en rouleau, par exemple. Donc effectivement, voilà, c'est vraiment de la matière première. Donc c'est totalement des produits qui sont ciblés par la loi AGEC, effectivement. Alors, on a une nouvelle question de Pierre qui demande quelles sont les règles pour les produits non alimentaires issus des retours clients. Comment est établie la décharge de responsabilité? Je ne sais pas si on a cette réponse. Oui. Ouais. Donc, par exemple, imaginons un distributeur plutôt multimarque ou une plateforme de vente. En fait, ça dépend en fait de qui a le produit. Donc, en fait, une fois que le produit est vendu à un consommateur final, que le produit parte depuis chez l'industriel ou depuis le distributeur. Quand il revient chez le distributeur, parce qu'il y a eu un retour client, par exemple, on va prendre l'exemple du textile, une mauvaise taille, un petit accroc, dans ce cas-là, le produit réappartient en général au distributeur. Donc c'est lui qui a cette responsabilité. À partir du moment où le produit est donné,
de mémoire, la responsabilité change de main pour aller à l'association. Et j'ajoute juste une petite subtilité sur les retours clients. Évidemment, on parle de produits non alimentaires neufs. C'est quand même, voilà, c'est important de le rappeler. Il y a une autre question. Comment la loi va-t-elle concerner l'industrie du livre? Eh ben, l'industrie du livre est aussi concernée. Hein, ça fait partie d'ailleurs de l'élargissement de la loi AGEC, comme on le disait tout à l'heure. Donc, c'est l'industrie du livre va être concernée par cette loi et va devoir revaloriser les invendus neufs, pour le coup. Très bien. J'espère avoir bien répondu à cette question. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir présenté tout ça. On a eu pas mal de questions. Voilà, n'hésitez pas à les poser. On peut rester encore 5 minutes. Et puis, dans tous les cas, on vous partage aussi un contact si vous voulez plus d'informations. N'hésitez pas à nous écrire directement. Vous recevrez le replay de ce webinaire directement après la fin de l'événement, une fois qu'on l'aura clôturé. Voilà, on a aussi beaucoup de ressources sur notre site web, sur la partie ressources pour les professionnels, avec des guides du don, des livres blancs sur les invendus non alimentaires notamment. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous trouverez pas mal d'informations pour compléter ce qui a été dit ce matin. Et ben pas de nouvelles questions, donc on va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et puis à bientôt et bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.